Et on se retrouve les amis pour un nouveau coup tordu, le coup tordu, le podcast de vélo, le podcast de cyclisme, le coup tordu, c'est le fameux podcast des passionnés pour les passionnés. Je vous retrouve pour un format court, le 283e épisode du coup tordu. On va analyser tous ensemble la 5e et dernière étape du Tour de Romandie 2025 et je vais vous donner aussi quelques petits pronostics. Je vous rappelle aussi qu'avec Latib et avec Phoenix, on vous prépare 5 épisodes consacrés au Giro 2025. Un épisode pour le classement général, un épisode pour le maillot cyclamen, un épisode pour le maillot du meilleur grimpeur, un épisode pour le kilomètre Red Bull et tous les classements annexes très importants pour tous les joueurs de Side Limit et enfin un épisode pour le Team Classification. Ces 5 épisodes seront disponibles ce mardi soir, ce mardi 6 mai 2025. Voilà, vous les aurez sur la chaîne YouTube du coup tordu et également sur toutes vos plateformes de podcast. Je vous fais rapidement une petite actualité vélo juste avant de vous donner mon analyse de cette dernière étape du Tour de Romandie. Alors on l'a appris dans le cours de la journée, voilà une info qui concerne tous les fans de vélo et encore un petit peu plus tous les joueurs de Side Limit, le forfait de Marc Hirschi pour le Giro 2025. Alors on va rembobiner un petit peu le film du coup tordu et on va revenir sur ces épisodes qu'on vous a fait au début de l'année où très souvent, rappelez-vous, dans les actualités vélo avec Latib et avec Phoenix, je revenais sur ce suspense des wildcards pour les grands tours 2025. Je trouvais qu'il y avait que ça mettait du temps. Déjà au niveau du Giro, on a mis un temps de fou avant d'avoir le parcours. Enfin tout a été très long cette année. Bon, maintenant désormais, on sait un petit peu pourquoi avec les équipes qui faisaient pression pour avoir une 23e équipe possible sur ces grands tours. Et rappelez-vous Enzo, vous avez expliqué dans le podcast que la Tudor était en balance pour avoir sa wildcard pour le Tour de France, pour le Giro 2025 et que RCS exigeait d'avoir sur le Giro Julien Alaphilippe et Marc Hirschi. C'était à peu près à l'époque la condition on va dire obligatoire pour que la Tudor puisse avoir son invitation sur le Giro. Et puis on en avait parlé avec Enzo, puis Enzo en rigolant il avait dit 2 semaines avant on n'en mettra pas un sur la start list, on va retirer un des deux discrètement et puis une semaine avant il y en a un, on va dire il est trop fatigué et on va pas le mettre sur le Giro. Donc le premier, vous l'avez compris, c'est Julien Alaphilippe, le deuxième c'est Marc Hirschi parce que bien évidemment à l'époque on avait déjà analysé la forte éventualité que la Tudor se retrouve sur le Tour de France et envoyer à la fois Loulou et à la fois Marc Hirschi à la fois sur le Giro et à la fois sur le Tour de France. On trouvait ça quand même un petit peu dur. Et d'ailleurs, il y a aussi Samuel, notre ami le Ratagas, que vous retrouvez sur Instagram, sur sa chaîne YouTube également. Je le big up, l'ami Samuel, qui a eu aussi une analyse très juste au niveau de la Tudor. C'est sûr qu'on a un effectif de qualité. Pour moi, on a un effectif niveau World Tour. Mais prendre les stars et leur faire additionner le Giro plus le Tour de France, c'est peut-être pas la meilleure manière de réussir pour les hommes de Fabian Cancellara. Alors pour moi, il y a deux hypothèses. Voilà, il y a vraiment deux hypothèses qui se confrontent. La première, c'est le Tour des Alpes de Mika Storer. Alors Michael Storer qui a été véritablement très impressionnant sur le Tour des Alpes et de se dire qu'on va sur le Giro avec une équipe entièrement dédié à Mika Storer pour aller chercher un top 5 voire un top 3. Et c'est vrai que quand on regarde la composition de l'équipe, c'est cohérent. On a clairement on a retiré Marc Hirschi pour mettre Yanis Voissard. Au passage, je suis hyper content pour Yanis Voissard. Voilà, c'est vraiment un coureur qui est gentil comme tout, qui fait pas de bruit, qui fait son travail, qui aime son métier et moi c'est le genre de petit coureur que j'aime bien. Alors petit coureur évidemment entre guillemets, je le dis vraiment de manière affective. Je veux dire quand je dis petit coureur, c'est mec qui paye pas de mine, voilà, qui se la raconte pas et voilà, sacré bon puncher. Et moi j'aime beaucoup Yanis Voissard. Donc sur le papier, on vient clairement pour jouer un classement général pour Mika Storer. On a laissé Alberto Dainese à la maison, un petit peu à la surprise générale, même si ça se sentait arriver depuis quelques semaines. Visiblement, du côté de la Tudor, on est très déçu des performances d'Alberto Dainese, qui, faut le dire, honnêtement, n'a pas eu de cul quand même ces dernières semaines. Un sprint où il fait 2, il est disqualifié. Il y a eu le problème du changement de parcours sur le Tour d'Algarve quand les coureurs se sont plantés à 700 mètres de l'arrivée. Donc il y a eu peut-être un petit manque de chance, un petit manque de jambes. Il a changé d'entraîneur pendant l'hiver. Il a désormais l'entraîneur de Tim Merlier. Il était censé justement travailler son explosivité. Donc il a pas eu de chance. Mais après, c'est vrai que dès qu'il y a une demi-bordure, un demi-truc, on le voit pas non plus dans le bon coup. Donc on verra. Alors la bonne nouvelle
pour les fans de vélo, notamment dans le nord de la France. Vous verrez Alberto Dainese sur les 4 jours de Dunkerque qui vont débuter dans les jours qui viennent. Mais on a laissé tous les sprinteurs à la maison. Voilà, allez, peut-être Gisela, c'est plutôt un rouleur qui est capable de faire des bons sprints. Mais en gros, les sprinteurs de l'équipe, De Klein est blessé, Dainese est mis sur la touche et Matteo Trentin, qui est, on va dire, un classic man qui va vite. Dans sa grande époque, je crois, une Vuelta, il avait gagné 4 sprints massifs. Bon, il a un petit peu changé de registre, mais on aurait pu aussi utiliser Matteo Trentin à domicile pour des sprints massifs. Mais bon, je pense, quasi à coup sûr, que Matteo Trentin sera aligné sur le prochain Tour de France. Donc, première théorie, on met une équipe entièrement dédiée à Mika Storer. On va pas prendre Marc Hirschi pour, entre guillemets, porter des bidons. Hirschi avait dit il y a quelques jours qu'il allait sur le Giro pour chasser les étapes. Donc, c'est pas très cohérent avec l'objectif d'un éventuel top 3. Si on pense que Storer peut faire un top 3 sur le Giro, moi, c'est pas mon cas. On en reparlera dans les podcasts avec Thibaut et Enzo consacrés au Giro. Je suis assez d'accord avec l'analyse de Vélo Futé. Pour moi, Mika Storer arrive beaucoup trop tôt en forme et il sera compliqué d'avoir un deuxième pic de forme sur la 3e semaine du Giro, mais encore une fois, ça on en reparlera dans les épisodes consacrés au Giro. L'autre théorie, c'est que c'est ce qu'avait dit Enzo en début d'année qui se confirme, c'est-à-dire que dès le départ, on savait parfaitement que Marc Hirschi n'irait pas sur le Giro. On a fait, on va dire, un petit jeu, parce que pour moi, dans la préparation de Marc Hirschi, si vous voulez, pour moi, il n'y a rien qui colle avec une participation au Giro. Il a commencé sa saison le 29 janvier, il a quasiment pas coupé depuis, il a fait Tirreno Adriatico, il a fait des tours d'une semaine où il a pas été très très bon, il a été très fort en début de saison, il a gagné une course, il était vraiment bien. Les courses en Ardèche, la Faune Drôme classique et la Faune Ardèche classique, c'était très bien, il a failli scorer encore une fois, il y a eu l'histoire de l'erreur de parcours, sinon il faisait top 3, le lendemain il fait un top 5, donc vraiment on va dire jusqu'à la fin du mois de février c'est très bien, c'est très correct. Et puis après véritablement ça se casse la gueule. Ça se casse la gueule précisément au moment où j'achète sa carte euro sur SideLimit à $260. Bon, coïncidence ou pas, je sais pas, mais en tout cas à partir de là ça va pas. Et ce que je remarque, c'est que dans son programme il n'y a pas de coupure, donc il n'y a pas de récupération, il n'y a pas de stage en altitude. Vous savez un petit peu aujourd'hui le cycle des coureurs, entraînement, altitude, course, surcompensation, on s'arrête, pause, on repart, entraînement, altitude, course. C'est un petit peu le cycle basique. Donc la plupart des coureurs qui arrivent sur ce Giro redescendent des montagnes. Le cycle, par exemple, de préparation de Yanis Ouassar correspond beaucoup plus à une participation au Giro. La tradition, un petit peu l'exemple aussi de Giulio Pellizzari pour la Bora. On part en stage, on va dans les montagnes, on se remet en route sur les Ardennaises et ensuite on fait le Giro. C'est un petit peu, on va dire, quelque chose d'assez classique. Donc moi, ce que je pensais jusqu'à ce samedi avant l'annonce du forfait de Marc Hirschi, c'est que Hirschi allait jouer sa carte sur le Giro, allait tenter de gagner une étape et allait s'arrêter à la 2e journée de repos, qu'elle allait pas aller se cramer sur la dernière semaine. C'est pour ça que j'avais une véritable incertitude à aligner ou non Marc Hirschi dans mon équipe sur le Giro, sur SideLimit. D'ailleurs, au passage, je rappelle que SideLimit n'est pas sponsor, n'est pas partenaire de ce podcast. On connaît les dotations pour le Giro 2025 sur SideLimit. En 2024, on était à $275 de dotation et donc les prize money qui augmentent, on va basculer à $425 de dotation sur ce Giro 2025, $110 pour le vainqueur de la Ligue 1 avec une belle carte rose 4 étoiles qui vaut presque autant que la dotation de $110. Il y aura $50 pour le deuxième, $25 pour le troisième et on descend jusqu'à la 5e place pour les récompenses. Pareil, je crois que la Ligue 3, il y a les 4 premiers qui repartent avec une carte bleue 4 étoiles. Donc une carte bleue 4 étoiles, ça peut être Alaphilippe qui vaut entre 50 et $70. Ça peut être Hirschi qui vaut entre 50 et $80. Donc les 4 premiers managers en Ligue 3 vont repartir avec des cartes bleues 4 étoiles les mieux dotées sur SideLimit. Alors pour ceux qui n'ont pas encore de galerie, il y a des possibilités de trouver des cartes sur les derniers jours qui précèdent le Giro. Il va y avoir des mises aux enchères. Voilà, il va y avoir des mises aux enchères, des coureurs SideLimit, des coureurs à la fois de la Tudor, des coureurs d'Israël, également des coureurs de la Bardiani qui seront mises aux enchères cette semaine sur SideLimit. À la fois des cartes jaunes pour ceux qui veulent taper la Ligue 1, des cartes roses pour ceux qui veulent taper de
la Ligue 2 et des cartes bleues pour ceux qui veulent se consacrer sur la Ligue 3. Il y a aussi une Ligue 3 cap pour les débutants où une seule carte bleue sera nécessaire pour pouvoir disputer une épreuve du Giro sur Side Limit. Et je rappelle que la Ligue 4 est intégralement gratuite et je vous redonne notre code de parrainage, c'est coup tordu 0 avec le chiffre 0 et dans les podcasts du Giro avec Latib et Phoenix, je vous le dis, dans le cours de la semaine, je vous ferai un épisode où je vous offrirai une carte. Voilà, je vous offrirai une carte et voilà, je vais regarder dans ma galerie Side Limit et je vais essayer de vous offrir un coureur qui dispute ce Giro 2025. Faut que je regarde ma galerie. Mais en tout cas, j'essaierai de vous trouver un petit coureur sympa, un truc bien. Donc je vous redonne le code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0 et participeront à ce tirage au sort tous ceux qui s'inscriront sur Side Limit en passant par notre code de parrainage, mais également tous ceux qui l'ont fait depuis le début de l'année 2025, également en 2024 depuis qu'on a lancé notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0. Donc ma théorie, c'est que on savait depuis très longtemps à la Tudor que Marc Hirschi n'irait pas sur le Giro. D'ailleurs, Yanis Ouazard avait mis une petite publication, une petite story Instagram il y a 2-3 jours pour dire qu'il était content d'avoir fait les Ardennaises avec la Tudor et qu'il était pressé d'attendre la suite qu'il attendait la suite impatiemment, mais le message était positif. Alors peut-être que la décision a été prise il y a 2-3 jours et que Yanis avait déjà l'information, mais en tout cas voilà, pour moi c'est mon avis, c'est qu'on a du côté de la Tudor un petit peu baladé RCS et que finalement on va arriver avec les GOAT sur le Tour de France. On n'aura pas une équipe bis sur ce Giro, on aura une équipe A' parce que encore une fois Mika Storer est très très en forme et on en reparlera dans les prochains podcasts, mais les mecs qui viennent avec Mika Storer, c'est pas non plus des peintres. Je reviens également sur les bêtes de la 4e étape de ce Tour de Romandie. On va dire Harold Terrada. Moi je cherchais, alors va falloir peut-être que je déconstruise certaines idées, peut-être que je déconstruise certaines idées, à savoir col en altitude égale colombien égale sud-américain. Peut-être, mais peut-être pas. Donc finalement, j'étais parti sur une victoire, un top 3 et un top 10. Et quand je vois les coureurs passer la ligne, je vois un Astana qui passe en 9e position. Je me dis, c'est bon, le top 10 est rentré. Sauf que c'était pas le bon. C'était notre ami Sergio Higuita qui renaît de ses cendres. Et sur le moment, je me suis dit, analyse foireuse. Pas complètement. J'ai pas été sur le bon cheval. Alors, Sergio Higuita, ça m'a même pas traversé l'esprit. Vu son niveau ces derniers mois, je ne l'imaginais pas faire un top 10 sur cette étape de Thion 2000. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que il renaît un petit peu sur cette étape de Thion 2000. Pour moi, c'est un résultat significatif. Et encore une fois, si on tombe un petit peu dans le cliché des Sud-Américains, mais c'est aussi réel, ils sont habitués à l'altitude. Depuis petit, ils s'entraînent en altitude. Depuis petit, ils sont habitués à enchaîner du dénivelé, à monter, à descendre. Donc logiquement, ils ont une meilleure acclimatation que les Européens. Maintenant, ce que je dois remettre un petit peu on va dire dans l'analyse, c'est que désormais, les Européens et les Américains aussi, bien évidemment, que je mets dans l'équation, désormais, il y a les fameuses chambres d'altitude. Enfin, désormais, il y a tout un tas de matériel qui vous permet de travailler en altitude, on va dire, de compenser un petit peu ce déficit génétique de base. Donc, c'est peut-être plus un critère aussi important qu'il y a encore 2-3 ans. Donc, à voir pour les prochaines analyses. Et heureusement que on rentre très très facilement le match-up entre Joao Almeida et Remco Evenepoel. Ça, pour le coup, l'analyse était juste. Et encore une fois, je vous le redis, Remco, pour moi, c'est un des mecs les plus faciles à lire. On va enchaîner donc sur ce contre-la-montre du Tour de Romandie. Donc dernière étape, donc l'étape 4. On a un contre-la-montre dans les rues de Genève. C'est pas tout plein, on a une petite bosse. Ça fait 17 km. Alors de base, l'étape qu'on a vue aujourd'hui sur le Tour de Romandie, c'est exactement ce que je voulais voir, c'est-à-dire un Remco pas très très fort, parce que je savais que ça allait forcément augmenter la cote de Remco pour le contre-la-montre. Et Remco, on le voit sortir. Alors je rappelle bien évidemment que jouer avec excès comporte des risques, on fait pas n'importe quoi, on fait du management de bankroll bien évidemment. Et donc le parcours est parfait pour Remco, c'est pas trop technique, on a des petites bosses, on a une petite ascension d'1,5 km à 5%, ça fait 17 km, c'est vraiment parfait pour Remco. Et quand j'ai regardé les cotations, je me suis dit allez, 1,57, c'est vraiment très très bon à prendre. Alors après, j'ai été faire mon
petit traditionnel tour du côté de la météo. Je vais sur le site de Météo Suisse et rappelez-vous, on en avait parlé avec Morgane, Morgane Nieto, spécialiste météo qui nous avait accompagné sur le Tour de France 2024. On avait fait un épisode avec Morgane entièrement aussi consacré à la météo et Morgane qui est pas spécialiste de cyclisme, il connaît un petit peu le vélo mais lui son truc c'est la météo et nous avait expliqué que les Suisses c'est les meilleurs du monde au niveau de la météo. Donc course en Suisse, on va sur le site Météo Suisse. Même des fois, pour des courses qui ont lieu à la frontière suisse, côté français, on va sur Météo Suisse parce qu'on sait que Météo Suisse nous sort toujours la meilleure météo. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? De la pluie, on va dire à partir de midi 13h, les premiers partants qui vont plutôt partir sur une route, on va dire sèche, ça va être humide, ça va commencer à tomber petit à petit, mais pour les derniers partants, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire qu'entre Bissegger et Remco Evenepoel va prendre une saucée par rapport à Bissegger. C'est-à-dire, comme disait mon grand-père, Bissegger, lui, veut partir sous des gouttes qui mouillent pas. Remco, lui, ça va être globalement le déluge. C'est le déluge pour les derniers partants. Bissegger est je crois, le 8e ou 9e partant sur la start list. Donc vous avez compris, moi mon prono il va être très très simple. Je pars sans hésiter sur le field de Remco Evenepoel. Je crois que je l'ai chopé à 2,38. Voilà, Remco Evenepoel ne gagne pas l'étape à 2,38. On va partir sur 0,35% de bankroll pour cette défaite de Remco Evenepoel sur cette dernière étape du Tour de Romandie. Voilà, 2,38, 0,35% de bankroll, donc 17,50€ sur une bankroll à 5 000 €, 35 € sur une bankroll à 10 000 €. Et on rajoutera, il y a la victoire de Bissegger qui est à 9, on rajoutera une petite croquette sur la victoire de Stéphane Bissegger à 9, on va rajouter un 0,06% de bankroll. On couvrira pas avec un top 3, on va simplement rester sur la victoire, 0,06% de bankroll sur la victoire de Stéphane Bissegger aux alentours de 9. On va faire un petit peu voilà, une Jackie Durand. Rappelez-vous Jackie Durand, lui qui avait réussi à châter le terme est exact, fallait quand même pédaler, mais qui avait récupéré un maillot jaune comme ça sur un Tour de France. Cyril Guimard avait des doutes sur la météo, la carte maîtresse de son équipe à l'époque c'était Thierry Marly, il avait quand même mis Jackie Durand qui était plutôt un bon rouleur au début de la start list en se disant que voilà, s'il se mettait à pleuvoir, Jackie allait avoir les notes, et c'est ce qui s'est passé. Jackie Durand a été dans les tout premiers partants, c'est quasiment un des seuls qui a roulé sur le sec, et puis derrière le déluge, et voilà, et tonton Jackie il a gagné l'étape, il a gagné le contre-la-montre et il a eu le maillot jaune. Mais c'est vrai que la carrière de Jackie Durand, il y a déjà eu des sujets sur YouTube, ils en parlent peu sur Eurosport, ils en parlent de temps en temps, mais l'alignement des planètes entre son Tour des Flandres, entre ses maillots jaunes sur le Tour, l'alignement des planètes qu'a eu Jackie Durand pendant sa carrière, c'est assez incroyable. Et moi, je pense que c'est pas de la chance. C'est juste un mec, un peu à la Thomas Voeckler, dans l'esprit, c'est juste un mec qui a fait une grande carrière. Pourquoi ? Juste parce qu'il était beaucoup plus malin que les autres. Ouais, il était fort, évidemment. Jackie Durand, c'était un monstre physique. Mais c'était pas un poulet sans tête. Et dans ses commentaires, il a la malice. Et cette malice, beaucoup de coureurs qui sont passés par Cyril Guimard, ils ont une ficelle, ils ont un truc en plus que les autres n'ont pas. On s'arrête là pour ce coup tordu. Thibaut Chambre, vous le retrouvez sur son compte Twitter, Thibaut Chambre. Évidemment, vous retrouvez Enzo aussi, The Big Gear, son site internet. Il vous prépare plein de choses pour le Giro. Il va aussi faire des previews sur le Giro pour Vélo Futé. Ah oui, tiens, j'ai aussi une petite surprise aussi en prépa. Je vais vous parler de tout ça dans les jours qui viennent. Voilà, c'est pas encore acté, mais c'est quasi fait. Et puis les réseaux sociaux du coup tordu, n'hésitez pas. Vous nous retrouvez sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Allez, ciao les amis.